Salut tout le monde, dans cette vidéo on prend les mêmes et on recommence. Ça roule ma poule. N'en fais pas trop quand même, promis je me retiendrai. Mais cette fois-ci nous allons parler d'optimisme. L'optimisme c'est la capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à se dire qu'il va faire sûrement beau demain alors qu'on est proche du déluge, ou encore à vouloir pécho sur Tinder en étant l'un des frères Bogdanov. Oui, ça marche aussi. Vous l'aurez compris, l'optimisme, c'est à la fois voir le bon côté des choses et s'attendre au meilleur. Bonheur, ambition, motivation, les raisons d'être optimiste semblent nombreuses. Mais faire preuve d'optimisme sur le long terme relève parfois plus de l'imprudence ou de l'acharnement que de la motivation. Est-ce toujours bon d'être optimiste? Faire preuve d'optimisme à l'excès est-il toujours salutaire? L'optimisme peut-il nous nuire et dans ce cas-là, faut-il préférer le pessimisme? Dans cette vidéo, je vais parler des différentes formes d'optimisme et lesquelles sont à privilégier ou à éviter. Puis je tenterai d'expliquer en quoi il est bon d'être optimiste et en quoi faut-il le préférer au pessimisme. Dans une deuxième vidéo, je vous expliquerai comment être optimiste. Et derrière ce comment se trouve en fait une double question, dont l'une est que faut-il faire pour devenir optimiste et l'autre quelle forme et degré d'optimiste faut-il adopter. Tout d'abord, on peut parler de l'optimisme comme vision positive de soi et de la vie tout en restant réaliste. Par exemple, se dire qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on en a les moyens, mais qu'en même temps, on n'a pas rien sans rien, et qu'il faut apprendre et mobiliser les compétences nécessaires à l'accomplissement de notre but sur une certaine durée. C'est selon moi la principale forme d'optimisme à adopter, et je développerai ce point dans la prochaine vidéo. Il y a aussi l'optimisme qui s'apparente à de l'espoir. L'espoir fait vivre, et cette forme d'optimisme est la confiance en l'issue favorable d'une situation. Qu'il s'agisse d'un résultat qui a de grandes chances de se réaliser ou non, qu'il dépende ou ne dépende pas de nous, il est toujours bon de ne pas partir défaitiste en gardant espoir en l'avenir et en faisant le nécessaire si nous avons un rôle à jouer dans cette situation. Si le pessimisme est une notion qui date énormément, l'optimisme, lui non plus, n'est pas en reste. Le pessimisme semble ancré en nous depuis au moins l'époque des cavernes, où nous étions nomades et où le monde n'était que menace pour des êtres tels que nous. Il fallait constamment prévoir et anticiper tout danger, sinon c'était la mort assurée. Mais à côté de cette méfiance vis-à-vis de notre environnement, il fallait bien aussi développer un sentiment positif, une sorte de moyen de se motiver, ne serait-ce que pour se déplacer et aller chasser. Car après tout, peut-être y avait-il un gibier potentiellement vulnérable dans cette forêt, et peut-être y avait-il une grotte loin de tout prédateur dans les environs. Ce n'est là que pure spéculation de ma part, mais ainsi, avant d'être conceptualisé pendant l'Antiquité, l'optimisme aurait déjà existé comme idée à l'âge de pierre. L'être humain doté de capacités de réflexion et de raisonnement peut juger entre se laisser vivre ou mourir. Alors il est à la fois capable d'optimisme et de pessimisme. Mais avant tout, l'homme a peur. L'homme a peur de la mort, de lui-même, de ce qui menace sa vie et de bon nombre de choses dont il ne détient pas les réponses. Et la première forme remarquable d'optimisme à apparaître est sûrement l'optimisme religieux, celui qui a permis de rassembler les hommes afin de créer les toutes premières civilisations. L'homme qui vivait pour lui-même ou en petit comité, ce même homme qui était un danger pour lui-même, va se rassembler avec d'autres de ses semblables afin de former les premiers villages et les premières tribus, et ce afin de faire face aux adversités, dont celle que représente la mort. Et afin de contrer les peurs reliées à cette adversité majeure, l'homme va ainsi créer les premières croyances et rites religieux. De cette capacité d'union avec ses semblables afin de survivre et de combattre ses angoisses, l'homme va créer la religion et va se mettre à croire en des concepts comme le bien et le mal. De ces concepts vont naître des idées comme l'optimisme ou à l'opposé le pessimisme. L'optimisme religieux serait donc né des premières civilisations et de la croyance que l'homme n'est pas que la somme de ses instincts et pulsions, et donc qu'il peut cohabiter avec d'autres de ses semblables, notamment autour de croyances communes comme la religion. Un peu plus tard, ce même optimisme lui donnera même la vision d'un homme fondamentalement bon, d'un Dieu lui aussi également bon, et donnera naissance aux premières religions monothéistes. L'optimisme religieux nous permet de surpasser l'idée de la mort avec l'idée de Dieu, du paradis et de la rédemption. Tu te la joues de la vieille là à faire de l'anthropologie. Et parle-nous aussi de la calorie sacrée. En fait, c'était juste histoire d'introduire le sujet. Je vais retourner de ce pas sur mon terrain de prédilection.
Ah, dommage. Je disais donc qu'à travers cette première forme d'optimisme notable, l'homme a su donner un sens à sa vie et à ses actions afin de faire face aux angoisses existentielles. Mais il y a d'autres formes d'optimisme comme l'optimisme dit béat qui consiste à voir le bien en toute chose, même mauvaise qui nous arrive. Par exemple, si quelqu'un de notre entourage meurt, l'optimisme béat nous ferait dire qu'il ne souffrira désormais plus, qu'il va nous permettre de franchir une nouvelle étape et qu'il va nous rassembler. À en croire cette façon de raisonner, même la pire catastrophe qui peut nous arriver peut avoir un côté positif. Alors pourquoi pas ? Dans le sens où ça fait partie des contingences de la vie, que après coup le pire est derrière nous, ou bien que cela nous prépare à connaître le pire. Mais ce n'est selon moi pas la forme d'optimisme qui est à privilégier. Nous avons à travers les événements vécus des sentiments positifs ou négatifs liés à eux. Et il est aussi important de ressentir le mal-être après une situation douloureuse que le bien-être après un heureux événement. Bah moi en tout cas, après mes joyeuses soirées vodka pong, je me sens pas si bien que ça. Et puis juste après m'être fait tabasser par des gens du voyage parce que j'avais cassé la fenêtre de leur camping-car en balançant une canette, eh bah j'étais content que ça se termine. À tout refouler et à remplacer toute émotion négative par du positif, on peut développer des maladies mentales, ou alors ne plus savoir ce qu'il y a de réellement bon ou mauvais pour nous et les autres. Si un événement tragique est associé à des sentiments positifs au même titre qu'un événement heureux, alors on peut se mettre à penser que tout ce qui arrive est bien, et ce n'est pas là une attitude bienveillante envers nous-mêmes ni envers les autres. Connaître le pire peut nous pousser à réaliser des actions afin de se reconstruire symboliquement. Par exemple, après un viol, une personne peut décider de créer une association, de venir en aide à des personnes ayant vécu le même traumatisme qu'elle et de redonner ainsi du sens à sa vie. Mais cette personne ne doit en aucun cas en déduire que ce qui lui est arrivé était une bonne chose. Et elle aurait très certainement été plus heureuse sans que cela ne se produise. Très similaire sur certains points avec les deux autres que je viens de citer, on a également l'optimisme du philosophe Leibniz. Cet optimisme n'a pas pour principe que tout est bien, mais que tout est au mieux. Selon la religion chrétienne, Dieu est un être bon et omniscient, c'est-à-dire tout puissant. Mais la question qui peut alors se poser, c'est pourquoi le mal existe-t-il dans ce monde, alors que Dieu, qui est son créateur, est à la fois tout puissant et bienveillant. S'il est si bienveillant que ça, alors il n'aurait pas pu créer le mal. La réponse de Leibniz est que nous vivons dans le meilleur des mondes possible. Que tout ce qui arrive est contingent, c'est-à-dire qui aurait pu ne pas être ou qui aurait pu être autrement. Et Dieu dans tout ça est une sorte de calculateur qui s'arrange pour que tout ce qui arrive soit le meilleur possible et le moins pire. Mais selon moi, cet argument ne résout pas tout à fait le problème de la coexistence du mal et d'un Dieu bienveillant, puisque dans ces conditions, Dieu n'est pas le créateur de toute chose, mais plutôt un optimisateur de bien et un régulateur de mal. Il se retrouve à devoir limiter les dégâts devant une série d'événements qui défilent sans arrêt. Et même si ces événements sont contingents et le moins pire possible, le mal, lui, existe bel et bien et est inéluctable, malgré la présence de Dieu. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais d'autres théories de ce problème du mal existent, et selon moi, la plupart d'entre elles tiennent mieux la route que celle de Leibniz. Le très célèbre Voltaire critiquera d'ailleurs cette théorie du meilleur des mondes possible à travers son tout aussi célèbre roman Candide, où il exposera le jeune Candide et le philosophe Pangloss à toutes les horreurs possibles et imaginables à travers leur périple. Des massacres de la guerre aux catastrophes naturelles, en passant par des châtiments qu'ils essuieront eux-mêmes, des coups de fouet pour Candide et la pendaison pour Pangloss, bien qu'ils s'en sortent miraculeusement. Ajoutez à cela toutes sortes d'altercations avec d'autres protagonistes, de vols qu'ils subissent, d'enlèvements et de pertes de leurs compagnons, ainsi que de rencontres avec des personnes qui ont eux aussi vécu l'enfer sur Terre. Bref, c'est un roman au cours duquel tous les personnages, y compris le héros, sont malmenés et subissent les pires désastres du monde. Ouais, peut-être, mais eux n'ont pas vécu le 11 septembre 2001 et la diffusion de l'Eurovision. À travers cette histoire, Voltaire nous dévoile un monde qui est loin d'être au mieux et en rajoute une couche en raillant les optimistes à travers le personnage de Pangloss, faisant preuve d'un optimisme excessif et pour qui, malgré toutes ses mésaventures, persiste à croire qu'il vit dans le meilleur des mondes possibles, et que toutes les choses horribles qu'ils ont vécues étaient en réalité bonnes. Même si Voltaire a sûrement là exagéré la théorie de Leibniz,
je suis d'accord avec le fait que tout n'est pas pour le mieux. Autre forme d'optimisme, l'optimisme comparatif est le fait de considérer que nous sommes moins exposés que les autres à différents risques. Comme par exemple, le fait de considérer que nous sommes meilleurs que les autres en matière de conduite automobile et que nous sommes ainsi moins exposés à des accidents. Ou encore, pour un fumeur, de croire qu'il a moins de chances de contracter un cancer. Ça peut aussi être une croyance liée à des événements positifs, comme le fait de croire qu'on a plus de chances que la moyenne de gagner au loto. Bon, même si cet optimisme concerne un très grand nombre d'entre nous, qu'il contribue à nous motiver, à nous faire dédramatiser et qu'il est corrélé avec une bonne estime de soi, il faut quand même s'en méfier. C'est aussi un optimisme qui sera très facilement remis en question après confrontation avec la réalité. Comme lorsqu'on se rend compte que faire des vues c'est pas si simple que ça, hein, par exemple. Tuez-moi ou je le tue. Mais cependant, il se regagne très vite et c'est tant mieux quelque part. Il faut tout de même rester méfiant, nous ne sommes pas infaillibles et il vaut mieux prévenir que guérir. Et je m'adresse surtout à toi, le jeune conducteur qui s'amuse à faire des drifts autour des ronds-points avec sa Twingo. Nous avons vu qu'il existait plusieurs formes d'optimisme et qu'un optimisme réaliste était préférable à un optimisme absolu. Mais est-ce réellement un choix de vie à adopter afin de bien vivre? Pourquoi préférer l'optimisme au pessimisme? Eh bien, mon premier argument en faveur de l'optimisme est qu'il nous rend tout simplement plus heureux. En effet, voir le bon côté des choses est toujours plus favorable au bonheur que de s'attendre au pire. Ça semble aller de soi. Et être quelqu'un de positif et heureux apporte aussi un plus grand bonheur. Là, tu nous sors carrément une tautologie, mon gars. Je sais, c'était pour voir si t'allais me reprendre afin de te tester. L'optimisme nous donne aussi confiance en nous, car il nous apporte une image positive de nous-mêmes. La sensation que le monde est avec nous et qu'il nous est facile d'interagir avec lui. Les personnes ayant le plus confiance en elles gagnent en général mieux leur vie et attirent plus facilement les autres à elles. Et il en va de même pour les optimistes qui ont tendance à être extravertis et qui prennent naturellement du plaisir à interagir avec les autres. Ils propagent leur joie de vivre et donnent aux autres une bonne image d'eux-mêmes. Car avant tout, nous ne choisissons non pas de côtoyer des personnes que nous aimons bien, mais des personnes qui nous font nous aimer nous-mêmes. Avant d'aimer l'autre ou de se sentir aimé, on désire s'aimer à travers lui. Les optimistes ont aussi un mode de vie plus dynamique et sont plus enclins à agir pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur, comme s'engager associativement ou militer pour l'écologie. Je ne dis pas que les pessimistes sont forcément moins dans l'action, mais contrairement à un optimiste qui militera pour l'écologie, le pessimiste lui militera contre le réchauffement climatique et sera plus dans la négation et l'éloignement par rapport à ce qui lui déplaît. L'optimiste lui sera plutôt dans le rapprochement avec ce qu'il aime, dans l'amélioration. Il aura d'ailleurs plus facilement des passions et ses formulations seront plus positives. Le pessimiste voudra qu'il n'y ait plus de pollution et ne sera concentré que sur cet élément-là. Il verra beaucoup moins d'amélioration qu'un optimiste qui sera concentré sur les améliorations mises en place afin de moins polluer. Le pessimiste sera sûrement déçu de voir que malgré les mesures prises, il y a toujours de la pollution, tandis que l'optimiste sera satisfait que les mesures en faveur de l'écologie prennent de l'ampleur. En fait, les pessimistes seraient des idéalistes déçus et des perfectionnistes. Ils veulent que tout aille tellement bien qu'ils ont tendance à se focaliser uniquement sur ce qui manque plutôt que sur les progrès qui ont été apportés. Et si on se concentre sur ce qui est bien mais que ça nous fout les glandes, comme quand ils ont remplacé mon bar PMU favori par une crèche. Mais il y avait presque plus personne qui y allait et le patron avait décidé de fermer depuis longtemps. Et puis non, je crois juste t'es un peu con. C'est pas très gentil ça. Selon moi, l'optimisme nous faisant agir et passer à l'action nous rend d'autant plus heureux que le bonheur est une affaire de travail sur soi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le bonheur. Et on peut dire que le bonheur lui-même nous rend plus optimistes, ce qui nous amène à un cercle vertueux. L'optimisme nous rendrait aussi plus créatifs. Alors le pessimisme des artistes torturés est aussi source de création, me direz-vous. Mais c'est sans compter leur capacité à dénicher le beau à travers chacune de leurs œuvres, à connaître aussi bien ce qu'il y a de positif que de négatif en ce monde. Les artistes talentueux seraient même beaucoup plus cyclotimiques que la moyenne, c'est-à-dire qu'ils alterneraient beaucoup plus entre des états de souffrance et des états d'euphorie. L'optimisme est donc croyance en la beauté du monde, mais aussi croyance en soi, en ses capacités et également croyance en les autres. Il nous donne non seulement du goût pour la vie, mais aussi la volonté de s'exprimer et l'envie de créer pour les autres,
que ses créations soient purement artistiques ou utilitaires. Le métier d'architecte résume d'ailleurs très bien ces deux aspects de la créativité mis côte à côte. Mais à côté de ça, l'architecte devra en revanche être très minutieux, voire perfectionniste, et donc un brin pessimiste. Si la croyance en la beauté du monde est déjà une bonne chose, alors la croyance en des idéaux qui semblent irréalisables et en des possibilités jamais atteintes en est aussi une. Car oui, l'optimisme est une croyance et nous sommes grandement considérés par nos croyances. Une croyance est une adhésion à une hypothèse que l'on considère comme vraie ou possiblement vraie, que cela ait été démontré par des faits ou non. Là où le pessimiste pensera que même en se démenant, tous les Français ne pourraient pas avoir de travail et ainsi éradiquer le chômage à cause de la nature de notre système économique, l'optimiste lui pensera que si tout le monde y met du sien, nous pourrions peut-être ou même assurément changer notre système. L'optimiste sait qu'il y aura toujours quelque chose à changer, qu'il y aura toujours un problème quelque part. Mais il sait qu'aussi longtemps qu'il y aura des problèmes, il y aura des solutions à ces problèmes. Contrairement au déterminisme des pessimistes, l'optimiste est guidé par son libre arbitre. Et même si les idéaux auxquels il adhère s'avèrent faux, ou bien n'arrive jamais, il ne les lâcherait pour rien au monde car ils donnent un sens à sa vie. L'optimisme est aussi bon pour la santé, que ce soit notre santé mentale ou notre santé physique. Notre ami Voltaire, encore lui, disait lui-même « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé ». Et je ne confonds là en aucun cas le bonheur et l'optimisme, car décider d'être heureux, c'est une preuve de libre arbitre, de contrôle positif de soi et donc d'optimisme. Les optimistes vieillissent mieux, sont moins sujets à la dépression et supportent mieux le stress et les chocs émotionnels. Si le fait d'être optimiste n'éloigne peut-être pas plus le fait de vivre un événement grave que si l'on est pessimiste, il permet en revanche de mieux supporter les traumatismes reliés à cet événement. Enfin, l'optimisme est une révolte farouche contre les émotions négatives qui sont de nature chez l'homme. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, nous sommes pessimistes par nature. Et c'est ce pessimisme qui nous a permis de survivre à une époque où le monde entier était un danger pour nous et où il fallait anticiper le pire avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment, nous avons gardé cette nature pessimiste et qui même grandit avec la détérioration progressive de notre organisme. Ainsi, au fur et à mesure que nous vieillissons, notre corps s'affaiblit et va de moins en moins bien. Et c'est l'inéluctable fatalité dont souffrent les pessimistes, bien plus que les optimistes. L'optimiste, s'il se sent affaibli ou fatigué, va se mettre à redoubler d'efforts. S'il se sent triste, il va s'occuper l'esprit et se dynamiser afin de combattre ses émotions et son destin. Loin de moi l'idée que les optimistes sont dans le déni, mais plutôt qu'ils acceptent leur sort, tout en défiant leur nature et même leur destin. Et c'est cela même qui forge leur volonté de faire, leur libre arbitre et leur haute estime d'eux-mêmes. Donc plus que tout, l'optimisme est un effort constant, un refus de capituler et un espiègle défi se jouant de toute fatalité. Mais quel poète! Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment être optimiste. Tu viens de bugger là. Non, j'ai bien dit comment et comment. C'est-à-dire d'une part, quelles actions faut-il mener pour être optimiste, et d'autre part, de quelle manière faut-il l'être, c'est-à-dire à quel degré et à quelle fréquence faut-il être optimiste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez la liker si elle vous a plu et même la partager, ça serait super cool de votre part. De mon côté, j'essaye de garder ce rythme de publication, même si durant le mois d'août j'aurai un empêchement de 3 semaines que j'essaierai tout de même de rattraper. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes, et sinon, force, courage et optimisme à vous. Bye!